C'est bon pour moi. Salut. Salut! Salut, donc bienvenue dans ce 11e Et épisode ouais, bah écoute, de la guerre mondiale dans le monde. c'est ça, bah on peut officiellement lancer l'Atlas Brew numéro 11. C'est ça. L'Atlas Brew, cet espace où en théorie craft autour du futur de Star Atlas. Toujours le petit disclaimer, tout ce qui est théorie crafté ici n'est pas officiel, même si de temps en temps on récupère quelques petites informations qui fuitent et qui permettent d'avoir un avant-goût de ce futur fabuleux qui nous attend. En tout cas, on l'espère tous. On est tous là pour ça. Donc voilà, Atlas Brew numéro 11. La semaine dernière, on avait commencé à théorie crafter autour du combat dans Sage. Et aujourd'hui, on va continuer à discuter différents sujets autour du combat qu'on n'a pas pu aborder la dernière fois. Et oui, il est toujours bon de rappeler aussi que chaque fois qu'on théorie craft autour de Sage, on théorie craft autour du manuel du jeu qui est sorti fin décembre. Et il faut savoir que ce manuel se rapporte exclusivement à la version 0 de Sage. Donc ça veut dire qu'il y aura de l'évolution sur ce jeu. Et donc il y aura de l'évolution sur ce manuel. Donc en même temps, effectivement, là en théorie craft, on prépare des choses, on se prépare à cette arrivée de la V0, tout en sachant qu'il va falloir être flex, puisque sur la V1, sur la V2, etc., les choses vont bouger. Même si effectivement, les temps de délai entre les différentes versions, pour l'instant, ça reste un mystère. Mais c'est sûr que ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc voilà, restez bien conscient que en même temps qu'en théorie craft, il y a des choses qui vont évoluer, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Et puis c'est vrai aussi que je vois beaucoup d'échanges sur les channels autour de divers sujets, hein, que ce soit le combat ou autre chose. Et je voudrais aussi rappeler que on va avoir justement la version test qui va de Sage, normalement, à moins qu'il y ait eu des changements en interne au niveau de la roadmap, mais normalement on a la version test avant, qui nous permettra justement, bah, comme son nom l'indique, de tester tout un tas de choses. Et ce qui avait été évoqué aussi par le passé, c'est que cette version test, il y a des fortes chances qu'elle se fera avec des vaisseaux qui seront fournis par Star Atlas, donc ça ne sera pas vos NFT. Voilà, c'est une des probabilités, hein. Ça n'a pas encore été complètement défini, mais c'était une des probabilités qui pointait son nez. Et de toute façon, comme c'est quelque chose qui se déroule sur le testnet et pas sur le mainnet, donc sur le réseau test et pas sur le réseau principal, de toute façon, voilà, c'est deux univers, c'est deux mondes totalement différents. Donc tout ça pour dire que vous aurez largement le temps d'expérimenter, de tester différents builds, différentes choses, avant qu'on ait la version zéro. Et à mon avis, la version test, elle va quand même s'étaler sur... bon, à mon avis, elle va bien s'étaler sur quelques mois, hein, parce que voilà, voilà. Donc, cela Après, étant dit, on va repartir sur le combat. On ouais, va ouais, ouais. aborder, ouais, voilà. Bah, comme tu dis, Morpheus, ouais, la dernière fois, on avait parlé donc beaucoup des mécaniques de combat telles qu'elles sont décrites dans le manuel. Donc, il y a quand même pas mal d'autres informations qu'on filtrées à la fois dans la Foundation Room. Et bah, après, on a un peu débattu de ça un peu sur les channels et tout entre les deux épisodes là, qui s'est passé une semaine. Donc ouais, je pense que ça va être bien de prendre cette deuxième session du Brou là pour vraiment bah, essayer de décortiquer un peu de tout ça, parler entre nous et puis essayer de déterminer un peu comment vont être les mécaniques de jeu de Sage et comment on peut potentiellement composer nos flottes par rapport à ça, comparé aux infos qu'on a, parce que enfin, c'est quand même un truc, comme tu disais, qui est genre comme assez en mouvement, hein, ça va bouger d'une phase de test à l'autre. Déjà là on voit hein, même avant le lancement de Sage, il peut se passer un mois et puis on va nous donner des infos un peu différentes de ce qu'on avait il y a quelques semaines auparavant. Donc j'ai pris l'opportunité pour mettre des captures d'écran dans le chat Atlas Brew avec les différentes interventions de Shipto. Donc il y en a certaines, hein, les premières qui datent d'il y a plus d'un an maintenant. Donc plus vous descendez vers le bas en fait, plus c'est dans l'ordre chronologique en fait. Et la dernière capture d'écran, c'est un truc qui date d'aujourd'hui, où justement, je suis allé, par rapport aux questions qu'on se posait, je suis allé interroger Chipto dans la Foundation Room. Et Chaldan a repris après, par la suite, pour le travailler un peu plus. Donc on a eu une petite mise à jour hein, sur en tout cas sur la vitesse des vaisseaux. En tout cas, comment était déterminée
la vitesse d'un vaisseau selon sa classe, ses statistiques et enfin, sa spécificité et son fabricant en tout cas. Donc ouais, voilà, c'est bien d'avoir une petite update là-dessus. Donc je pense que c'est de ces sujets-là dont on va parler ce soir. Qu'est-ce qui fait qu'un vaisseau est plus rapide ou moins rapide, ou qu'est-ce qui fait qu'il va taper plus fort, ou enfin, qu'est-ce qui détermine les statistiques de tous ces vaisseaux selon les informations qu'on a dans le manuel et dans la Foundation Room, quoi. Donc, Yo! salut Tandian. Bon, j'espère que t'as bossé, t'as fait tes devoirs. On va avoir pas Bah mal de choses écoute, à voir. je fais du PVP tous les jours, donc ouais. Ouais, mais pas sur Star Atlas encore. Non, mais bon, mon rôle principal dans F, c'est Oui, tacleur, c'est donc bon. tu vois, je connais bien. Winston, j'allais dire, du coup, attaque directement peut-être avec cette news, puisque c'est des informations assez importantes. C'est Donc, ça. si tu veux bien reprendre ce Donc, sujet-là. on s'interrogeait sur justement dans nos derniers débats là sur le chat, on se demandait qu'est-ce qui faisait la vitesse d'un vaisseau, parce qu'on se demandait est-ce qu'au final un vaisseau plus petit en termes de vitesse de base en dehors du warp, hein, donc la vitesse de déplacement de base d'un vaisseau, est-ce que plus un vaisseau serait petit, plus il irait vite par rapport à un vaisseau de taille supérieure? C'est-à-dire qu'un petit vaisseau de taille small, par exemple, pourrait servir d'intercepteur pour aller chercher des vaisseaux capitaux qui seraient plus gros, donc avec des moteurs plus gros, mais du coup qui se déplaceraient moins lentement dans l'espace normal, entre guillemets, par Alors, rapport au perso, warp. moi, ça me choque pas, ça me choque pas. Ben moi non plus, mais en fait, on avait eu des informations qui étaient mine de rien assez contradictoires là-dessus, dans le sens que les premiers retours qu'on avait eus, c'était que plus tu aurais un vaisseau de grande taille, plus ses composants, donc son impulse engine, qui détermine ta vitesse de base, seraient genre performants au coût d'une consommation énergétique supérieure, quoi. Mais bon, les dernières infos qu'on a, c'est un peu plus compliqué que ça. Genre, c'est pas juste une question de taille et de consommation énergétique. Donc on a, je vais juste vous lire, surtout pour les gens sur YouTube qui voient pas ça forcément en live, en direct sur le chat. Euh, donc j'ai posé la question hein, dans Foundation Room. Donc Chipto, le game designer de Star Atlas, est venu répondre directement. Donc ma question, c'était dans la version de Sage actuelle, est-ce que les petits vaisseaux ont une vitesse de base supérieure aux vaisseaux de grande taille? Est-ce que c'est juste une question d'avoir des vaisseaux, des composants de plus grande taille qui seront donc plus performants et qui consommeront plus d'énergie, ou est-ce que ça se complique un peu plus que ça? Donc ensuite, on a Shipto qui est venu répondre et qui nous dit la chose suivante. Donc la vitesse d'impulsion, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous allez vous déplacer dans les secteurs adjacents, donc sans utiliser votre warp, hein, vraiment la vitesse du moteur de votre vaisseau. Cette vitesse donc dépend de votre impulse engine, hein, donc de votre propulsion à impulsion, de la marque et de la spécification. Donc ça, c'est les trois caractéristiques qui vont déterminer la vitesse de base de votre vaisseau. Donc votre moteur, la marque de votre vaisseau, qui va avoir certains bonus et certains malus, hein, j'imagine. Et donc la spécification, c'est-à-dire le rôle, en fait. Un vaisseau qui va être racer va probablement aller plus vite qu'un vaisseau qui fait du transport, par exemple. Il y a une Oui, c'est ce deuxième qu'on stat. voyait effectivement, c'est ce qu'on voyait effectivement déjà sur les statistiques dans le manuel que Mhm. Et d'où cette reconfiguration des modules, en fait, dont on parlait aussi récemment. Euh, Ils sont en train de revoir. Faut savoir que en fait les modules et les composants des vaisseaux qu'on a actuellement sur les fiches de chaque vaisseau sur la place du marché, c'est des trucs qui ont été définis avant le manuel de jeu de Sage. Donc il y a eu enfin c'était avant que les mécaniques de jeu soient bien ouais, arrêtées, je pense. Donc là ils sont en train de revoir tout ça pour que ça représente plus justement ces tables de statistiques qu'on a dans le manuel, c'est-à-dire d'accord. les spécifications et les marques des vaisseaux, quoi. Et selon la marque et la spécification, il va y avoir donc un certain nombre de bonus dans certaines stats. Et justement, les futurs modules et composants des vaisseaux vont représenter donc ces spécificités selon la marque et la spécialité du vaisseau, quoi. Donc Exactement. voilà. Donc on parlait de cette vitesse d'impulsion, donc la vitesse du vaisseau sur la carte, quoi. Il y a une deuxième stat qui rentre en compte, c'est l'agilité, en plus de la vitesse du vaisseau. Donc cette agilité qui va vous permettre de à la fois frapper en premier
quand vous engagez en combat, mais aussi potentiellement vous évader dans un combat où vous seriez agressé par des vaisseaux de plus grande taille, par exemple. Si vous avez un tout petit vaisseau, ben, vous avez plus de chances de vous échapper du combat avant que celui-ci commence, quoi. Donc cette stat d'agilité, elle va dépendre donc des propulseurs de manœuvre, de la classe de votre navire, donc sa taille, de la marque du vaisseau, encore une fois, et de sa spécification. Donc l'agilité, elle augmente à mesure que les navires deviennent plus petits. Donc si vous avez un vaisseau XXS, vous aurez une agilité maximum. Si vous avez un vaisseau Titan, vous aurez une agilité minimum. Donc c'est un spectre entre les deux, quoi. Et à l'inverse de ça, l'armure augmente, plus votre vaisseau augmente en taille. Et un vaisseau XXS n'aura quasiment aucune armure, quoi. C'est-à-dire que vous serez super agile, mais vous serez une chips en même temps, quoi. Donc l'agilité, une grande partie de la formule pour ce jet de dés sur l'agilité lors d'un combat, euh, c'est bah non, en fait, non, je me formule ça mal. C'est l'agilité, c'est en fait, quand vous entrez dans un combat dans Sage, il y a un jet de dés qui est fait pour déterminer si vous pouvez vous évader ou pas. Et donc l'agilité, c'est la compétence principale, enfin la statistique principale qui va déterminer ce jet de dés. Donc évidemment, il y a d'autres stats qui vont rentrer en compte. Mais l'agilité, c'est vraiment ce qui va déterminer votre capacité à vous échapper ou pas. Donc c'est pour ça que le manuel indique que les navires plus petits ont plus de chances d'échapper donc à des combats avec des navires beaucoup plus gros par rapport à cette stat d'agilité. Euh, les vitesses d'impulsion, elles ne sont pas forcément donc déterminées en fonction de la taille du vaisseau, comme on pouvait le dire dans nos conversations précédentes. Hein, pour ceux qui étaient là dans le chat ces derniers jours. Donc il y a plus de paramètres qui rentrent en compte que seulement la taille du vaisseau, quoi. Donc les vitesses de base, elles dépendent donc de ces trois stats. Le moteur à impulsion, la taille de ce moteur, la marque du vaisseau. Donc certaines marques de vaisseaux vont avoir des vaisseaux qui de base iront plus vite parce que c'est leur spécialité. Et enfin la spécification du vaisseau, c'est-à-dire son rôle. Et voilà, ça c'est les trois stats qui vont déterminer la vitesse de base d'un vaisseau dans le calcul, en tout cas pour Sage. Voilà, j'espère que Ouais. j'ai été à peu près clair, que j'ai pas embrouillé tout le monde. Non, ça va. Si vous avez des choses à dire, des questions, des réflexions là-dessus, je vous en prie. Bah, de toute façon, moi, je te parle d'expérience sur Evolve9, hein. Les Freak Swarm, c'est les fleets les plus difficiles à attraper. C'est hyper chiant, les Freak Swarm. Quand j'entends Freak Swarm, c'est des flottes, en fait, composées uniquement de vaisseaux légers, en fait. Mhm. En fait, c'est quasiment impossible à attraper. C'est pour ça que quand les mecs, ils viennent chez toi, ils peuvent vraiment te faire chier et tu peux pas riposter, en fait. C'est ça, donc l'équivalent de ça dans Star Atlas, ce serait un mec qui fait une flotte avec des XXS, type C'est ça. des C'est très Pierce F4, des Opal Jet, voire peut-être des X5 dedans, tu vois. Ouais, Et c'est en donc fait typiquement ce genre de fleet, s'ils ont pas envie de se faire attraper, tu les attraperas pas. Le seul moyen de les buter, en fait, c'est les forcer à faire engager. Voilà. Typiquement par des baits, ce genre de choses, quoi. Donc faire une flotte à bas coût comme ça de vaisseaux qui coûtent pas cher individuellement, mais Mais qui après, ouais, mais après, tu vois, ce genre de vaisseau a un défaut aussi, c'est qu'il y a beaucoup de types de flottes qui peuvent pas engager, quoi. Parce qu'il faut qu'ils soient nombreux, en fait. c'est ça. Donc c'est vraiment la force du nombre C'est et un des peu vaisseaux pété. sacrifiables pour aller taper des cibles pas si grosses que ça au final par rapport au nombre de vaisseaux que tu mets en jeu, quoi. Bah, en fait, ça va être du 50 contre 1, quoi. Tu vois, c'est que des trucs Ouais. comme ça. Dès Mhm. qu'il y a des mecs qui sont organisés, une flotte en face, on dit c'est mort, quoi. C'est ça. Donc là, qu'on va avoir arrivé une grosse guilde avec potentiellement plusieurs vaisseaux capitaux et tout ça, t'as intérêt à ramener des centaines, voire des milliers de petits vaisseaux pour être compétitif, quoi. Sinon, c'est foutu. Ouais, mais le truc, c'est que même si les mecs, ils ont une guilde avec plein de capitaux, il faut savoir que les capitaux sont jamais tout le temps au même endroit. Et ils sont jamais groupés. Donc, tu vois, il y a toujours moyen de faire chier. Mhm. Bah, moi, je suis curieux effectivement comment tout ça va se mettre en place dans Sage et comment tout ça va se déployer dans Star Atlas. Mais je pense qu'on risque d'avoir pas mal de surprises aussi par rapport vraiment à cette diversité de vaisseaux et de constructeurs qu'on a. Et c'est un truc que j'aime particulièrement dans Star Atlas.
et qui, je trouve comme ça, quand je regarde de l'extérieur, hein, je le répète souvent, j'ai pas une grande expérience dans le gaming, mais je vois que dans Star Atlas, on a une très très grande diversité de design au niveau des vaisseaux. Mais vraiment, il y a vraiment une grande disparité entre les constructeurs. J'ai regardé un tout petit peu d'autres jeux un peu de l'espace. Et même si je vois dedans beaucoup de vaisseaux aussi, je vois pas une si grande disparité et une si grande différence au niveau du design ou même au niveau peut-être des spécificités. Spécificités, je ne peux pas dire, mais en tout cas au niveau du design entre les constructeurs. Parce que on prend un constructeur comme Pierce, on prend un constructeur comme Ogrika et un comme Fimbul Icos, ça a vraiment une gueule super différente. Et le fait est, c'est que c'est des dessinateurs vraiment, des designers très très différents avec une patte, une sensibilité artistique très différente qui ont conçu ces différentes lignes de vaisseaux. Et je pense que cela va se ressentir fortement sur la capacité de ces vaisseaux, où justement on pourra avoir des vaisseaux qui pourront être dans certaines conditions très très agiles et malgré leur taille qui va être peut-être supérieure à d'autres vaisseaux, bah, ils vont compenser par cet excès d'agilité dans certains environnements. Là, je pense par exemple au Tufa. J'avais fait un petit post récemment sur Twitter autour du Tufa. Et le Tufa, on sait que c'est un vaisseau qui va être ultra agile dans les champs d'astéroïdes. Et tout à l'heure, effectivement, Winston, tu évoquais ces particularités de chaque vaisseau qui se jouent non seulement au niveau du constructeur, mais qui se jouent également au niveau des composantes et des modules. Et en termes de composantes, rappelons aussi qu'il y a certains vaisseaux, et ils sont rares pour l'instant, qui ont par exemple comment on dit, des propulseurs de manœuvre. C'est-à-dire les propulseurs de manœuvre, c'est ce qui va influer justement sur l'agilité du vaisseau. Il y a certains vaisseaux, ils sont rares, qui ont deux propulseurs de manœuvre. Et donc, je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment tout ça s'équilibre en jeu. Et Ouais, mais après Morph, tu penses bah, auquel juste répondre à la question. comme Pardon? ça là, genre, c'est lesquels qui ont plusieurs propulseurs de manœuvre? Genre, Alors, j'ai comme pas ça, bien Le le. tout, le Tufa, de il en a mémoire, deux. il y a le Tufa. Tufa qui en a deux. Il y a le. Alors, bon, ça, c'est pas un vaisseau de combat, mais il en a deux aussi, et on comprend pourquoi il en a deux. C'est le Calico Ivac, puisqu'il a besoin Hmm. sûrement de manipuler sur des champs de bataille où il y a plein de débris pour aller récupérer les capsules voilà, de sauvetage. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, il y en a d'autres. Il me semble que c'est Le pas les home. Rainbow, c'est le Home, hein, c'est ça, hein, c'est le Home et le Arc, non, me semble-t-il. Home et Arc. Et de mémoire, il y en avait quatre. Il y avait Home, Arc, Tufa et le Calico Ivac. Si quelqu'un peut check là. Bah, moi, pour répondre à ta question, moi, je pense que ça va s'équilibrer parce que tu as peut-être deux thrusters, mais comme tu as, t'as une propulsion d'une catégorie supérieure, c'est ça s'annule en fait. Peut-être, peut-être. Mais je me dis que par exemple, tu vois un Tufa qui, lui, va être particulièrement agile dans un champ d'astéroïdes, bah, ça pourra jouer à son avantage même sur des vaisseaux plus petits, je pense. Bon, alors voilà, tout ça c'est du Theorycraft évidemment, hein. Mais justement, je suis curieux de voir. Alors là aussi, hein, c'est pas quelque chose que que je Theorycraft là pour la version 0, hein, où effectivement on sera sur des choses assez basiques et où à mon avis on retrouvera des mécaniques là comme vous avez évoqué. Donc les petits vaisseaux très agiles, ben, ça sera super chiant à les choper. S'ils ont envie de se barrer, ils réussiront quasiment à chaque coup. Mais je pense que ensuite dans le futur, dans l'évolution du jeu, quand justement on rentrera sur la configuration des vaisseaux, et on pourra jouer sur des tout petits détails. On pourra rendre des vaisseaux, j'allais dire, j'allais pas dire des gros vaisseaux, mais par exemple un vaisseau de taille S par rapport à un vaisseau de taille XXS, il pourra peut-être compenser assez fortement de par sa configuration et de par son tuning pour quand même aller attraper des vaisseaux plus petits. Moi, c'est ce que je me dis. Voilà. Tu peux toujours adapter effectivement avec le fit, mais il y a toujours un sacrifice, hein. Il y a toujours un sacrifice, oui, oui, ça a toujours une contrepartie, sûrement. Et puis il y aura aussi un sacrifice financier, j'imagine. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur. Alors vous savez bien, vous savez que j'aime bien le lore et que je dis chaque fois, le lore c'est super important. Et justement, dans le dernier épisode de Core, on a des informations très très intéressantes. Et ben tenez, d'ailleurs, avant de peut-être de continuer là sur ma lancée et puis de continuer ensuite sur le combat, est-ce qu'on poserait pas une première question pour le quiz?
Oui, j'en ai pas prévu là comme ça maintenant. T'en as une Ouais, en non, mais tête? moi j'en ai une. Ok, Ouais, ouais, j'en ai une, et c'est pour ça vas-y. que je vais la poser avant d'attaquer Eh ben, je t'en prie. ce petit bout en rapport avec Core. Eh bien, la question c'est quel est le constructeur et le nom du vaisseau de nos héros dans Core? Oh, 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 oh. Réponse dans Atlas Ouais, mais Bro, hein. Le canal Atlas Bro. il me faut les deux. Il me faut les deux dans la même réponse. Non, 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 Star Fox, c'est pas ça. Non, c'est C'est pas pas ça. un... Ouais, je vais rien dire Non, pour non, mais l'instant. dis rien, vas-y, Ouais, vas-y, dis rien, dis rien. je vais vous laisser Il me galérer faut un les peu. deux, hein. Il me faut le constructeur et le nom dans la même réponse. Putain, les gars, vous lisez pas mes tweets, hein. Non. Ah merde. Non, on n'a toujours pas de version française officiellement annoncée pour Core. Écoute, J'imagine chaque que fois je ça me arrivera dis, un jour. ouais, chaque fois je me dis, je vais le traduire, je vais le faire, mais les gars, ça prend tellement de temps de gommer Ben, non, non, mais les laisse-les. bulles et de. Ça, c'est Ouais, c'est bah du ouais. travail rémunéré, ça, Morpheus. Laisse-les faire, hein. Ouais, je sais. Mais après, bon, c'est par plaisir et puis par envie de partager ça avec la commu parce que la BD, elle est vraiment fantastique. Ouais, vas-y, Nono, tente ta chance avec des noms improbables. Non, 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 non. La bande dessinée, je vous dis. Core. Je vous parle pas du teaser. Oh là là, les Frenchies, là. Ça, pour le Oh, coup, sérieux, les à gars. moins que vraiment tu sois allé lire la BD, c'est impossible de le savoir comme ça. Ah non, non, faut que tu aies lu la BD, Faut quoi, que ça tu aies c'est lu la sûr. BD pour le savoir. Donc, allez, J'ai allez les fait gars, l'effort. J'ai fait l'effort. vous avez que trois épisodes, hein, donc ça se fait assez vite pour les détectives là. Putain, et sérieux, les gars, la commu française, là. Ah voilà, merci. Enfin, C'est enfin Jules, c'est quelqu'un ça? qui sauve Ouais. l'honneur. Ouais, Calico Seeker. Eh oui, Calico Seeker, c'est Jus, Bravo c'est Jules. Jus, c'est Jus. Bravo, bravo. Donc effectivement, ça va me permettre justement d'enchaîner avec ce que j'avais commencé à dérouler là comme fil tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis arrêté parce que sinon vous alliez avoir la réponse. Et donc effectivement, on apprend enfin dans ce troisième opus que le vaisseau de nos héros, on a tous kiffé ce vaisseau, enfin on est beaucoup à avoir kiffé ce vaisseau, eh bien c'est un vaisseau du constructeur Calico et c'est spécifiquement le modèle Calico Seeker. Et donc, de par son nom, on peut deviner que c'est un vaisseau, à mon sens, qui va être soit un data runner, mais soit un multirole. Moi, je pense que ça va être un multirole, ce vaisseau, puisque de par son nom, Seeker, ça veut dire celui qui cherche, quoi. Eh bien, on peut imaginer que c'est un vaisseau qui est particulièrement bien adapté à l'exploration. Et donc, moi, je pense que c'est un multirole, mais c'est peut-être un data runner. À mon avis, c'est l'un des deux. Bref, donc on apprend que c'est le Calico Seeker. Et ce qui est très, 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 très intéressant dans cette BD, et là, je vous renvoie éventuellement vers mon tweet, je vous mettrai le lien, c'est qu'on apprend que ce vaisseau embarque un moteur, donc un Impulse Engine, qui vaut bien plus cher que le vaisseau lui-même. Et donc, c'est un Impulse Engine, c'est-à-dire un moteur qui est customisé. Et particulièrement, on apprend que c'est un moteur du fabricant Ogrika et que c'est très spécifiquement le modèle Talon 5. Et donc, en fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, ça nous projette sur toutes ces mécaniques de configuration de vaisseau. Et donc, pour moi, ça nous renvoie à ce qu'on était en train de discuter là, au niveau justement de ces spécificités des vaisseaux et comment ils seront capables de contrebalancer certaines de leurs faiblesses. Et là, on se rend compte qu'effectivement, ce vaisseau, il se retrouve avec un sacré moteur tuné. Voilà. Et déjà, c'est pas son moteur d'origine, donc c'est un moteur Ogrika qui est mis dessus. Et non seulement ce moteur Ogrika est déjà puissant par lui-même, mais en plus, ce modèle en tant que tel est amélioré lui-même. Puisqu'ils disent bien, justement dans la BD, qu'il a été hautement modifié, ce Ogrika Talon 5. Voilà. Et ils disent, et ils l'ont mis sur un modèle Calico de base. Donc je pense que le Calico Seeker, ça sera sûrement un vaisseau de rareté peu commune, puisqu'ils disent, voilà, un Calico Seeker de base. Donc voilà, on peut imaginer. Mais vous voyez où ça nous emmène. Voilà. Vous voyez où ça nous emmène. Ça veut dire qu'on pourra se retrouver avec des vaisseaux comme ça, qui à la base seront des vaisseaux assez basiques, mais qui au final embarqueront des moteurs, une seule composante, qui est plus chère que l'ensemble du vaisseau lui-même. Ouais. Donc imaginez, hein, là on est sur un vaisseau qui est sûrement de taille M. Moi, vu sa taille, je dirais que c'est un vaisseau de taille M. Donc vous voyez le prix moyen des vaisseaux de taille M, hein, ça se situe, allez, on va dire, entre les 1500 et les 2500 dollars, hein, si je prends une fourchette assez large, hein, si je prends l'IVAC qui est dans les plus basses, et puis
Ou même non, je pense que c'est plutôt autour des 2000 hein, qu'on est dans les plus bas. Mais bon, imaginez une composante moteur qui à elle seule vaut 2000 $. Donc c'est assez, Mais c'est moi je ça. trouve ça assez fun. Et, et si tu remontes en fait l'historique de poste de Monsieur Swagner, par exemple, hein, donc le big boss de la boîte de Star Atlas en général, tu vois qu'en fait cette idée, elle est présente depuis le début, où il y a justement là pour l'instant on spécule beaucoup sur les modèles de vaisseaux qui vont sortir donc avec du matériel de série en fait, mais éventuellement oui il y aura toute cette idée d'aller trouver des composants rares, non seulement pas seulement des composants fabriqués par les joueurs, mais d'aller trouver ces espèces de composants un peu légendaires, tu vois, comme dans n'importe quel MMO en fait, où tu irais trouver tu peux crafter des choses, Mm. mais tu peux aussi en trouver des très rares qui ont donc ces compétences hors du commun et qui vont genre booster un peu les stats de ton vaisseau. Et au final, le stuff que tu mets sur ton vaisseau pourrait valoir, oui, voilà, comme tu disais, beaucoup plus que le vaisseau en lui-même, quoi. Donc ça va être un des Carrément. éléments ouais, de Star Atlas qu'on voit pas encore, qu'on prend pas vraiment encore en compte pour l'instant parce que bah c'est juste pas, ça reste de, voilà, ça n'existe pas encore, mais éventuellement ça rentrera en jeu aussi pour Ah mais c'est complexifier un sûr, peu la chose, quoi. Oh, bah, ça m'étonne c'est pas, sûr moi. que ça rentrera en jeu et justement la BD et puis les histoires qui sont amenées par Jojo, eh bien ce sont vraiment les précurseurs. Ils nous permettent en fait de nous projeter dans le futur de Star Atlas et dans les mécaniques de jeu quoi. Mm. Et je le rappelle, hein, tout ce qui est amené dans la BD, tout ce qui est amené dans la BD aura une réalité dans le jeu. Donc là, on parle des moteurs, mais si vous lisez ce dernier opus, il y a toute une histoire autour, un peu mystique, autour d'une spiritualité, etc. Puis il y a plein de nouveaux personnages qui sont introduits. Tout ça, c'est des choses qui vont avoir une réalité in-game. Donc le fait de lire ces BD, de lire ces histoires, ça permet d'anticiper pas mal de choses. Et ça permettra justement de faire, à mon sens, des choix très intéressants au niveau de l'achat de certains éléments quand ils se présenteront. Bah, je vais vous dire que quand je vais voir un moteur Talion 5, ou en tout cas un vaisseau qui embarque ce moteur-là, eh bien je le mettrai sur ma petite liste. Ouais. Il faut qu'on se refasse un épisode sur le lore, hein. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur la fameuse religion Oni là qui est sortie du dernier épisode. Ah ouais. Ouais, mais C'est c'est pas le magnifique, ouais. sujet pour ce soir. Magnifique. Mais ouais. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Bon, il nous reste une petite demi-heure, donc on va Ouais, continuer moi j'aimerais bien qu'on discute sur les combats. parce que la dernière fois on se posait une question justement sur l'engagement entre factions dans un combat dans Sage et on a posé la question dans la Foundation Room et on a eu une réponse. Et bah tu avais tort Morpheus pour le coup. Ouais, Tu possible. avais dit Je juste me ouais rappeler. non je pense pas que les factions pourront se taper entre elles dessus et bah bien sûr que si en fait Oui, exact, exact. elles peuvent. Et si, Et elles ça peuvent, ouvre ouais. une sacrée canette de merde, ça aussi, Morpheus. Genre, enfin, Ah, on carrément. va, en fait, ça va être possible. Donc, dans un combat à trois factions, ça va être possible pour une faction de indirectement combattre les leurs, en fait, dans le sens que, par exemple, donc l'exemple que j'avais donné dans la Foundation Room pour poser cette question, c'était imagine, t'as une flotte Oni et une flotte Mud qui s'affrontent dans un secteur. Et t'as une flotte Usture qui arrive, qui voit le combat. Le combat n'a pas encore commencé, on est encore dans cette fameuse période de grâce de 5 minutes. La flotte Usture décide de rejoindre, par exemple, la flotte Mud, en les soutenant. Si une deuxième flotte Usture, qui n'a rien à voir avec le combat, arrive et voit donc ce combat, est-ce qu'ils sont obligés de rejoindre les Mud pour suivre leurs camarades, ou est-ce qu'ils peuvent choisir de rejoindre les Oni? Et bah, la réponse officielle donc de l'équipe de développement de Star Atlas, c'était que non, effectivement, la deuxième flotte Usture qui arriverait pourrait avoir le choix de non pas rejoindre les Muds comme leurs camarades Usture, mais de rejoindre les Oni. Donc de s'affronter des deux côtés au final. C'est-à-dire que si les Usture qui avaient décidé de rejoindre les Oni se faisaient détruire, eh ben leur flotte se ferait détruire avec. Donc il y a vraiment un affrontement indirect intra-faction qui est possible à travers ces combats en fait. C'est Euh, génial. ouais, C'est génial. et ça ouvre énormément de possibilités au niveau diplomatie, au niveau gameplay. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez jouer une faction de mercenaires qui en a rien à foutre
du combat de faction. Vous pouvez genre dire, bon ben, vas-y, moi j'ai une guilde, on est Ustur. Euh, Nous, vas-y, vous voulez qu'on vienne combattre chez vous? Bah écoutez, payez-nous. Et puis dites-nous dans quel secteur on doit aller et quelle faction on doit combattre. Et genre, bah, on viendra. Donc ça ouvre la possibilité au gameplay de mercenaires, et ça dès Sage V0. Donc c'est-à-dire dès que, enfin, c'est pas un truc qui va arriver plus tard, c'est genre ça va marcher comme ça de base, tu vois, dans les mécaniques PVP du jeu. Et enfin ça, moi je trouve ça ouf pour le coup. Hein. Je pensais pas non plus que ça allait marcher comme ça, mais en fait, bah, ils préfèrent prendre la voie la plus intéressante, je trouve au final. Non, c'est génial, c'est génial. Et il faut préciser, pour ceux qui l'auraient pas compris, que par contre, ça sera possible si ce n'est pas une de vos, enfin, votre faction qui est dans l'engagement Oui, initial. C'est-à-dire absolument. que si par exemple je suis Ustur et que la bataille initiale c'est Ustur mode, si j'arrive, je suis obligé de rejoindre la faction Ustur. Hein. Mais voilà. Mais si par contre il y a Ustur mode et moi j'arrive, je suis Oni, à ce moment-là j'ai le choix. Et puis une autre personne Oni arrive, à nouveau elle a le choix, elle peut se mettre face aux Oni qui ont choisi, enfin le camp A et moi je peux choisir le camp B quoi. C'est Mais ça. c'est carrément génial. Ça ouvre, Tant que c'est votre faction qui combat, vous êtes obligé donc ouais de joindre votre faction. Et mais par contre, si vous vous trouvez sur un champ de bataille où c'est les deux autres qui se battent, vous choisissez votre camp librement et vous êtes, enfin chaque flotte est libre de ses actions. Quoi. Ce qui ouvre ouais. la porte à plein de choses et ce qui est vraiment en termes de gameplay émergent et genre de tout ce que ça peut entraîner côté diplomatie, notamment pour les guildes multifactions aussi. Hein, genre, enfin c'est, moi je trouve ça énorme. Genre c'est beaucoup plus intéressant Et que ce justement, qu'on avait avant, je pense, je trouve. Justement, tu parles de mercenaires et je pense qu'il y a des gens qui vont avoir justement l'idée d'être un peu multi-compte, c'est-à-dire d'avoir un compte dans chaque faction pour que, en tant que mercenaire, ils puissent se joindre à dans n'importe quel combat, dans n'importe quelle position, finalement. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. On Quand m'entend t'as fait toujours? Alors, Morpheus, c'est gratuit. ouais, C'est moi, ça. moi je suis assez alors peut-être Morpheus, mais d'un côté il va falloir aussi que tu montes ton perso au début, je pense. Donc j'imagine que ce Oui, genre de oui, bien personne sûr, existera évidemment. à terme, C'est toujours mais compliqué, hein, probablement le pas au début multi-compte, parce que ben au évidemment. bout d'un moment il faut bien que tu choisisses une faction, que tu montes ton bonhomme. Et comme ça a l'air parti, ça va prendre quand même un certain temps et un certain investissement en temps et en financement, hein, Ah, genre mais donc j'espère. ouais. J'espère justement que la montée Mais en à niveau terme, va être oui, je utile. suis sûr qu'il y aura des mecs avec, avec un compte dans chaque faction et qui pourront switcher de l'un à l'autre et qui se feront leur vie comme ça, quoi. Genre, c'est sûr que ça existera. Ouais, moi, je vois ça bien pour justement, on va dire, un contingent de mercenaires, ou alors ça peut être une DAC de mercenaires, voilà, qui réunit justement des joueurs qui ont des comptes dans les différentes factions, et quand il faudra se joindre à un combat précis, eh bien, on va désigner la Hmm, personne de la faction adéquate pour c'est aller ça. livrer ce combat. Donc oui, effectivement, ça serait plus logique comme ça, une DAC de mercenaires. Intéressant ça, Moi, intéressant. j'imagine bien ça, ouais, fonctionner par secteur, tu vois, en mode, bon, bah, un secteur machin, il y a telle faction qui nous a payé, donc bah, les mecs il y a les muds qui nous ont payé. Donc tous les Usturs et tous les Oni dans ce secteur-là, bah, vous allez vous battre à cet endroit-là et vous combattez telle faction, tu vois. Enfin, ça pourrait fonctionner comme ça, quoi. Ouais, ouais, il y aura des... Oh, moi, je préfère taper tout ce qui passe. Oui, tu peux aussi, hein, mais ouais, non, tu peux aussi, non, pas dans la première version pour le coup. Mais ouais, le gameplay piraterie aussi qui devrait potentiellement arriver un jour, pourquoi pas. Euh, alors, est-ce que tu peux faire de la piraterie dans Sage V0? Je pense pas, vu que, enfin, il n'y a pas vraiment Bah, de si, hein. piraterie par Ça, Si, rapport à, si. enfin, c'est juste le Si, gameplay normal en fait. Techniquement, tout le monde est un pirate, tu Ah, vois ce que je veux dire? dès le début, en fait, dès le début, tu pourras faire de la piraterie, vu que quand tu arrives, après, pas dans ta même faction, mais vu que tu pourras aller Oui, dans n'importe quel secteur, Hmm. t'es oui, es oui. Oustour, t'es un pirate Oustour, on prend un exemple complètement au hasard, comme ça, et tu attaques un Oni ou un Mud qui passe avec son vaisseau de fret rempli, avec la cale remplie de je ne sais quelle chose qui ont de la valeur, bah, dès le moment que tu l'as dégommé, bon, bah, tu gagnes l'XP, tout ça. Et tout ce qui est dans le cargo est looté sur place, quoi. Et donc, en gros, tu transfères le loot dans ton cargo à toi, quoi.
Alors Donc oui, certes, clairement, ouais, mais dès la V0, tu peux faire des actions de piraterie comme ça pour voler ouais, mais du loot que quelqu'un transporte, quoi. pour moi, ça, c'est pas de la piraterie, tu vois, parce que c'est de la. Tu combats pour ta faction, en fait. C'est de la. Comment on appelle ça? Genre. Enfin, C'est Le un c'est. corsaire. corsaire. C'est un corsaire, ouais, voilà. C'est juste de. On est dans une situation de guerre totale, en fait. Donc, enfin, t'es pas. T'es pas dans Ouais, c'est une forme l'illégalité, tu vois ce que de je veux dire? piraterie, quoi. C'est une forme de piraterie, ouais. C'est physiquement, c'est la même chose, mais t'as le droit. Donc, c'est bon, ça va. Ah, mais c'est ça, c'est les corsaires. Les corsaires, ils avaient, on va dire, ils avaient le droit, enfin, en tout cas, leur pays leur donnait le droit de faire de la piraterie contre d'autres nations, en fait. En même temps, pourquoi se chercher à crafter du R4 quand tu peux directement looter sur un freight? Voilà, exactement. Bah ouais, en Non, mais en vrai. vrai, Non, ça mais reste de la piraterie. Tout dépend quelle définition de la piraterie tu donnes, mais ça s'englobe dans la grande définition de la piraterie. Oui, mais c'est ce que bah, tout le monde va faire. C'est ça que j'entends. Genre, c'est pas un gameplay un spécifique. pirate, un pirate, il appartient logiquement à aucune nation et il peut attaquer, j'allais dire, n'importe qui, n'importe quel navire, quoi, qui C'est Oui, va à ça. enfin, Je n'importe pense que quel la navire. vraie piraterie, Donc ça va là, arriver du moment où tu peux taper les mecs de ta faction, même dans la medium risk zone, tu vois. ouais. Genre que tu vas pouvoir vraiment. On est d'accord. Après, on Mm. fera avec ce qu'on a au début, quoi. C'est ça. mais en fait, on commence comme ça et après, de toute façon, quand il y aura les DAC, c'est ce qui se passera. Non, mais ça va être très intéressant. Et d'ailleurs, une des discussions qu'il y a eu dans l'un des derniers brous anglophones, c'est qu'effectivement, au final, il y a beaucoup de membres de la communauté qui ont envie de faire la bagarre dès que le jeu va se lancer, parce qu'évidemment, on est tous là à attendre que le jeu se lance. Et puis, dès que cela va se lancer, tout le monde va avoir envie de lancer ses flottes à l'assaut, à la Bah conquête oui. de la galaxie et Et... taper sur tout le monde. Mais justement, il rappelait, oui, mais bon, il va falloir des ressources. Non seulement pour construire les Starbases qui seront les ponts qui nous permettront d'aller de plus en plus loin dans l'espace, mais aussi pour alimenter les vaisseaux, sachant que la vente des R4 va s'arrêter sur la marketplace. Donc ça va être bien joli si tout le monde a envie de se battre, mais s'il n'y a pas de ressources, finalement, on ne pourra pas se battre, parce qu'on ne pourra pas alimenter les vaisseaux et on ne pourra pas non plus construire on va dire de ponts pour nous étendre dans la galaxie, quoi. Puisque euh, chaque Starbase sera un point de ravitaillement, finalement. Alors, je dis pas que c'est la meilleure tactique. Moi, c'est pas ce que je fais perso, mais je vois énormément de gens qui, dès maintenant, sont en train de stockpile les ressources, justement en prévision de Sage, en se disant, bah, au final, peu importe que ça monte ou que ça baisse, j'aurai au moins un, deux, 3 mois de ressources d'avance quand le jeu va se lancer, quoi, tu vois. Alors moi je pense que c'est pas forcément la meilleure strat. Ça, c'est mon avis personnel, hein. Genre je pense que le prix des ressources va baisser au contraire quand on va rentrer dans Sage et qu'on pourra commencer à crafter nous-mêmes. Mais ouais, je sais pas. Moi je vois pas mal, je vois énormément de gens quand même qui font ça quoi, genre qui commencent à stockpile petit à petit dès maintenant, bah, histoire de justement pas tomber à court. Parce que bah, justement il y a cette peur en fait qu'on tombe à court de ressources ou que le prix augmente ou quoi que ce soit. Moi, je vois pas pourquoi ça se passerait comme ça. À partir du moment où ils coupent pas les vivres du jour au lendemain avec le pool de ressources infinies, les gens qui vont crafter des ressources vont forcément devoir se baser sur ce prix de base. Donc les prix seront forcément inférieurs au début. Donc, je vois pas pourquoi se rusher quoi. Mais bon. Du coup, ouais, voilà. Comme tu dis, ouais, il va falloir des ressources, mais je pense pas que ce sera un problème, en tout cas dans les premiers mois, quoi. Ouais, tu veux dire qu'il y aura des ressources, mais ouais, effectivement, effectivement. Mais il y Ouais, a aussi cette je histoire suis de. d'accord aussi. Juste pour faire un commentaire, mais c'est juste d'un point de vue économique, je pense que Star Atlas, ils ont dû faire en sorte quand même que ça soit légèrement moins cher à produire que le prix qu'ils vendent maintenant. Autrement, ça voudrait dire que tu pourras jamais revendre tes ressources. Si Star Atlas les vend toujours moins cher que tout le monde, du coup, ça C'est encourage ça. pas l'économie. Faut qu'ils s'arrangent pour que ça soit légèrement moins cher pour que les gens Mm. puissent les revendre et que le commerce se Alors, fasse avant tout entre joueurs plutôt que tout le monde continue d'acheter à Star Atlas, quoi. Ouais, ça marche oui, dans la direction. puis attention, quand on parle des ressources, il y a les R4 et puis il y a les R20. Hein, sachant que les R20, c'est ce qui permet de faire les R4 ou les R22, je ne sais plus où on en est. Mais en tout cas,
Il y a les ressources effectivement qui sont actuellement vendues sur la marketplace et qui sont les ressources aussi qu'on fabriquera pour pouvoir alimenter nos vaisseaux. Mais ensuite, il y a les ressources matières premières qui servent à fabriquer ces R4 et qui, elles, ne sont pas vendues par Star Atlas, n'ont jamais été vendues par Star Atlas et elles ne le seront pas. Oui, Donc, il y aura qui servent tout ce travail-là autour les des matières Starbase. premières, des ressources, des Starbase, des Starbase. C'est Donc, toute la... Oui, voilà, parce que oui, comme et tu du dis, crafting, et du crafting, et c'est du ça. crafting, puisque va falloir les transformer ces ressources pour produire certains matériaux qui permettront d'améliorer les starbases, qui permettront d'aller exploiter des planètes sur la bordure extérieure du système stellaire. Enfin, c'est pas, il y a quand même beaucoup d'éléments dans cette histoire qui font que va falloir faire des choix, va vraiment falloir faire des choix quant à l'utilisation de ces points de privilège pour voir qu'est-ce qu'on souhaite faire. Et puis c'est là où je pense que ça va être intéressant pour vous, les différentes guildes, comment vous allez vous organiser, voilà, pour aller dans ces différents champs d'action. Mm. Ouais, comme tu dis, genre, en effet, quand je parle de faire des stockpiles, tout ça, bah, on parle vraiment des ressources pour les vaisseaux, mais il va y avoir tout un paquet de ressources qui vont devoir être transformées en des nouveaux composants qui n'existent pas encore dans le jeu, justement pour construire ces Starbases et pour les entretenir aussi, parce que ça va demander des ressources différentes, hein. Les kits de réparation de Starbase ne sont pas les mêmes que les kits de réparation pour les vaisseaux. Ouais, ça c'est toute une économie qui va émerger avec Sage, quoi. Mm. Il y avait Nono qui nous pose une question. Quand la phase de testnet, enfin quand on sera dans la phase de testnet, les ressources R4 finalement seront des fausses ressources, non? Alors bah je pense oui, dans le sens où on va être dans le testnet. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va être une grosse simulation. Donc on va avoir les mêmes chiffres qui devraient être sur la vraie version du jeu, mais ce sera pas quelque chose qui va porter dans le mainnet, quoi. Tu vois, genre on va jouer au jeu tel qu'il devrait être, mais ce sera pas quelque chose qu'on pourra conserver après, quand le jeu va se lancer pour de vrai, quoi. Donc oui, Puis il y a de ce fortes sont des chances. fausses ressources, entre guillemets, ouais. Puis il y a de fortes chances que la version testnet, elle se fasse en plusieurs itérations. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, on va surtout, enfin, ils vont surtout tester, par exemple, les déplacements des vaisseaux, etc. Enfin, c'est pas sûr que tout le gameplay de la V0 soit balancé dans dans les Ouais, premiers jours du testnet, quoi. c'est On ça. va Ouais, peut-être commencer par c'est un juste, très bon point, ça. voilà, et ensuite, voilà, les combats, ça sera peut-être dans un deuxième temps, Mm. ensuite le minage dans un deuxième temps, le crafting, Bah, etc. c'est même... Moi, j'ai souvenir que justement, dans un post ouais, de Shipto ou de Buntius, il avait dit que au début, bah, ça serait déjà les déplacements quoi, qui seraient c'est ça. testés. Ça va être un truc qui va être fait de semaine en semaine, en fait. Genre, dans le sens, la première semaine, tu vas avoir juste les déplacements. Et puis la semaine d'après, ils vont ajouter genre une action en plus. Puis la semaine d'après, peut-être encore une ou deux actions en plus, tu vois. Et genre, au fur et à mesure, comme ça, ils vont tester les différents éléments de gameplay jusqu'à arriver à la version finale qu'ils veulent mettre sur le testnet. Mais ça peut Mm. se faire sur un mois ou 2 mois, tu vois. Genre, enfin, ça va être vraiment un truc évolutif qui va évoluer de semaine en semaine. Et ils vont vraiment prendre les retours des joueurs sur chaque. Enfin, ils vont pas lâcher toutes les mécaniques de jeu d'un coup comme ça. Genre, ils vont tester au fur et à mesure, en ajoutant de la complexité petit à petit. Donc, ça peut quand même aller assez Mm. vite, hein, de semaine en semaine. Mais ce sera pas lâché d'un coup comme ça non plus. Ouais, ça va être progressif. Excellent. Je viens de voir Baston? la petite image pilote Morpheus fait par Eclipse là. Merci les Hmm. gars. C'est génial. C'est génial. Bon, on se tape quand? Moi, on se tape quand, c'est ça. Alors moi j'avais une petite question que je voudrais poser à cette assemblée et qui justement concerne le combat et concerne la préparation de nos flottes pour le combat et la configuration de nos flottes de nos combats pour les combats. Et en quel sens? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez privilégier? Est-ce que vous allez privilégier le nombre de flottes ou le nombre de vaisseaux que vous allez pouvoir mettre au sein d'une flotte? Enfin, comment vous allez jouer avec ces différents paramètres? C'est quoi vos projections par rapport à ça? Puisque vous savez qu'on aura des points de privilège, il va falloir choisir où les mettre. Et est-ce que je vais les mettre pour démultiplier le nombre de mes flottes ou pour démultiplier le nombre de mes vaisseaux au sein d'une flotte? Voilà, quel est votre point de vue sur ce point?
C'est Bon, dur au à début, savoir. il y a une progression. Enfin, tu peux calculer des maths à ce niveau-là, mais au tout début, si, imaginons que j'en sais rien, t'as une grosse flotte de XXS et XS, par exemple. Il y a une manière mathématique d'optimiser ça. Après, chacun peut faire le calcul. Je vais pas le donner comme ça, mais tu peux, au tout début, il y a une manière, si tu veux dépenser le minimum de points pour mettre le maximum de vaisseaux disponibles, tu peux faire un calcul pour optimiser comme ça. Après, j'avais songé à ça au tout début, en tout cas pour progresser rapidement, je pense que ça peut être utile. Après, il y a plein de routes que tu peux prendre, mais au tout début, il y a des manières un peu plus optimisées, quoi. Ouais, Parce que il y a des. hum, Vas-y. mais en fait, ça va surtout dépendre, je pense, de l'équilibrage du PVE dans le début du jeu. Parce que ça, c'est un truc qu'on connaît pas du tout, en fait. Et au final, ce qui va te, si tu fais, enfin, moi, dans mon optique, hein, qui est de faire une flotte plutôt combat, au final, la façon dont tu équipes ta flotte au début, faire plus de petits vaisseaux, ou alors essayer de blinder au contraire des vaisseaux plus gros le plus vite possible, bah, ça va dépendre du challenge PVE que tu vas avoir au début du jeu pour farmer des XP et ce qui est le plus efficace, quoi. Et ça, tant qu'on sait pas exactement comment seront composées les flottes ennemies en face, que ce soit Mm. au niveau PVE, tu vois, ou mais PVP, ben genre, bah, c'est difficile de dire, genre, parce qu'en fait ta flotte, tu vas l'adapter en fonction de ce que tu as en face. Tu vas pas genre toujours, enfin, c'est dur de dire comme ça, à partir de rien, comment je vais composer mon truc, quoi. Tu vois. Ouais, Donc, ouais, Ouais, après, clairement, ouais. tu peux vaguement optimiser, je pense, jusqu'au level 10. Après, au-delà du level 10, savoir dans quelle direction tu vas aller, ouais, c'est un peu hmm, compliqué à dire, quoi. c'est Et ça. bon, j'espère que Genre, le level 10, c'est un truc qui est atteignable assez rapidement, quoi. je Mais c'est pense une que question. comme c'est ce qui te donne accès à la medium zone et ça, je pense que ce sera pas déconnant non plus. Je pense qu'en fait, ça va aller de manière exponentielle, que tu vas aller peut-être jusqu'au level 10 assez rapidement, et puis après, ça devient de plus en plus dur, tu vois. Genre, enfin, j'espère que ce sera comme ça en tout cas. Alors après, dans ces histoires de nombre de flottes ou de nombre de vaisseaux au sein d'une flotte, il y a aussi pour moi toutes ces questions de quelle sera la difficulté et quelle sera la rapidité pour déplacer ces différentes flottes. Parce que évidemment, moi aussi, je me suis amusé à faire des petits tableaux pour essayer d'optimiser, pour avoir le plus de vaisseaux possible en jeu. Voilà, qu'est-ce qui était plus intéressant? Est-ce que c'était voilà, d'avoir X flotte ou X vaisseaux dans une flotte, etc. Mais la question que je me posais, c'est, OK, par exemple, je vous donne un exemple, hein, si je vais au rang 4, là, dans mon petit tableau, je me suis dit, ben, au rang 4, j'allais avoir 7 points de privilège. Donc, je peux mettre 3 points de privilège dans le nombre de flottes, ce qui me fera 4 flottes possibles déployées simultanément. Et je vais mettre 4 points dans la taille de flotte, ce qui me fera 5 vaisseaux par flotte. Ce qui veut dire que je pourrais avoir 4 flottes de 5 vaisseaux de taille XXS. Attention, hein, je parle de vaisseaux XXS là, là, dans dans ce contexte-là. Donc voilà, donc ça me ferait donc 4 flottes avec chacune 5 vaisseaux XXS. Mais la question c'est quelle va être la facilité, la fluidité pour déplacer ou jouer ces flottes simultanément en jeu. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit C'est-à-dire, pas être très compliqué à mon avis, hein, s'ils sont inspirés d'Asteris. Hmm, ouais, peut-être pas. C'est très facile. Hein. ouais. C'est ce que Enfin, je me moi qui dis, ai un genre mais de On RTS sur peut, StarCraft, je veux dire ça va. ouais, ok. ouais, on peut commencer à y réfléchir dès maintenant, honnêtement, si on essaie de s'imaginer le gameplay de Sage. Quelles sont les actions que tu entreprends dans Sage? Tu dois déplacer ton vaisseau. Tu dois cliquer sur ton vaisseau pour quoi? Interagir avec une station. Ensuite, tu dois peut-être cliquer sur ton vaisseau pour genre attaquer une autre flotte. Cliquer sur encore une fois pour valider le combat. Tu vois, enfin c'est Sage tel qu'il est décrit me paraît pas être un jeu extrêmement complexe en termes de nombre de clics et genre de décisions à prendre. Tu vois, ça a l'air d'être un jeu qui est quand même très automatisé dans le sens que tu commences un combat. Enfin, ça va être en mode, tu fais peut-être clic droit, attaquer, et genre, c'est bon, ta flotte est partie, quoi, tu vois. Après, t'attends la fin du timer pour que le combat commence, et le jeu va le calculer automatiquement, et genre, après, soit t'as bien prévu ta flotte, soit tu l'as pas bien prévu, quoi, tu vois. Enfin, ça va être comme ça. Euh, Ça me semble être un jeu où tu peux quand même multitasker beaucoup de flottes en même temps. Pour moi, un joueur qui fait peut-être 5 à 10 flottes en même temps, peut-être pas sur 15 systèmes différents, tu vois. Mais pour moi, ce serait pas très compliqué de manager, je pense,
peut-être une dizaine de flottes en même temps qui seraient sur le même secteur ou sur 2 ou 3 secteurs différents, tu vois. Genre, si t'as joué à des jeux de stratégie avant, c'est pas déconnant non plus, quoi, tu vois. Où tu dois gérer plein d'unités sur ta map, enfin, ça me paraît pas énorme. Alors, après, où se trouve la limite? Bon, bah, voilà, ça dépend de chacun, j'imagine. Combien de temps t'es prêt à mettre dans le jeu, combien de vaisseaux tu peux mettre, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mon micro qui coupe de temps en temps. Il était au niveau de la vitesse aussi de déplacement des flottes, tu vois. Parce que je me disais, si j'ai par exemple 10 flottes à déplacer et que quelqu'un il a une flotte qui est constituée de vaisseaux extrêmement rapides, est-ce qu'à un moment, ce paramètre-là, il va pas rentrer en jeu? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, sans Ben, aller trop plus ta en détail. flotte va être rapide, plus tu vas potentiellement faire plus de clics sur cette flotte-là, du coup, puisque tu vas faire entreprendre plus d'actions à la fois, parce qu'elle est plus rapide, j'imagine. Mais bon, au final, ça va pas changer la finalité du gameplay du jeu, qui est genre te déplacer, trouver un endroit à attaquer, cliquer, attaquer, attendre que le combat se termine, retourner à la base, recharger ton truc. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas non plus. Ça demande. Enfin, après, ça dépend de comment l'interface est optimisée aussi. Si l'interface te demande 10 clics pour recharger ton vaisseau, tu vois, genre ça va être compliqué. Mais je pense que ce sera quand même un peu mieux foutu que ça, quoi, tu vois, donc ça devrait aller, quoi. Parce que moi, je me dis, tu vois, justement, les devs, là, ceux qui sont en train de bosser sur le jeu, sur Sage, c'est des gens qui sont des personnes d'expérience. Et donc, je me dis, ils vont trouver une astuce pour, à un moment, euh, privilégier le fait que tu aies une flotte avec plus de vaisseaux que le fait que tu aies plein de flottes avec un seul vaisseau. Parce que mathématiquement, tu peux rentrer plus de vaisseaux, enfin en tout cas je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais jusqu'à un certain point, tu peux rentrer plus de vaisseaux si chaque fois tu rentres des flottes à un vaisseau, quoi. Donc tu peux démultiplier les flottes, tu auras plus de vaisseaux que quelqu'un qui va faire une flotte avec plein de vaisseaux dedans. Ça Oui, coûte vachement plus cher. Mais je me dis, smart comme ils sont, malins comme ils sont, ils vont trouver des trucs pour justement te dire, ah ouais, ok, toi tu as 10 flottes, mais quelqu'un avec 2 flottes est bien constitué, finalement, il peut se retrouver en avantage par rapport à toi. De quelle peut-être, je manière, sais je ne pas. sais pas. Mais je me Mais dis qu'ils y ont pensé. Franchement, comme je les vois théorie crafter et discuter Shipto et Buntius dans la Foundation Room, je me dis qu'il va y avoir des surprises et que justement, ça va inciter ensuite à se dire, ok, je vais peut-être pas me lancer dans des justement calculs purement mathématiques, à me dire, ok, j'ai 12 flottes avec chacune un vaisseau, et donc j'en ai plus que quelqu'un qui a 2-3 flottes. Et au final, à se retrouver avec des espèces de compositions intéressantes au sein d'une même flotte qui va combiner justement les avantages de plusieurs vaisseaux et qui finalement va pouvoir surpasser des flottes beaucoup plus nombreuses composées d'un seul vaisseau. Enfin, je ne sais pas si vous suivez le délire là. ouais, Ouais. si, je vois ce que tu veux dire, Après, mais ouais, je sais pas. Je sais pas, mec, honnêtement, parce que Ah, moi non plus, hein, je sais pas, je me dis, tu vois, je me dis. moi, de ce que je vois, c'est que tu peux maxer ta capacité de flotte maximum, Ouais, ouais, c'est mais que ça. tu peux toujours démultiplier après le nombre de flottes que tu peux sortir. Actuellement, comme les points sont foutus, tu vois, genre tu peux quand même. Ah bah ouais, ah bah ouais. Je me souviens plus combien tu peux sortir exactement en maxant le truc, mais genre tu peux avoir largement plus de 10 flottes avec la capacité max de vaisseau, c'est-à-dire sortir des capitaux et des titans et ce que tu veux, quoi. Genre, enfin, Ah ouais, moi, par exemple, dans mon petit tableau, là, je suis arrivé au rang 14 avec 13 flottes ouais. contenant chacune un vaisseau de taille S, tu vois. Hmm. Donc, euh, donc effectivement, ça incite à maximiser le nombre de flottes. Mais je me dis, moi, que eux, ils ont en tête une mécanique pour contrebalancer euh, voilà, cette brèche dans laquelle vont s'engouffrer tous les joueurs, quoi. Après, il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est que dans les premières versions, euh, une flotte, c'est un peu comme si tu avais un très gros vaisseau finalement, parce que dans les premières versions, ils vont pas individualiser les dégâts sur chaque vaisseau. Donc Tout à c'est fait, tout soit à fait, toute la flotte perd, soit toute la flotte gagne, mais du coup, tout à quelqu'un qui fait. a une grosse flotte pourra tanker beaucoup plus de dégâts et tu peux te retrouver dans une situation où finalement tu Hmm, perds aucun vaisseau parce que tu avais une plus grosse hmm, flotte qui a mieux encaissé quoi. Bon après tu j'imagine veux qu'au dire, bout d'un moment ils vont changer ça, mais au tout début c'est tout c'est
t'as un maximum de points de vie ou je sais pas quoi pour toute la flotte et c'est pas individualisé. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? Super intéressant ce que tu dis. Super intéressant ce que tu dis, parce que ça voudrait dire qu'effectivement, une flotte comme ça, agrégée, assez grosse, qui se fait attaquer par plein de flottes qui, elles, sont des flottes à un vaisseau, mais finalement, malgré qu'il y ait une supériorité numérique, elle va mieux encaisser et peut-être détruire au fur et à mesure les petites flottes. Enfin, je sais pas. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, C'est tout intéressant. dépend comment ils gèrent les dégâts quand il y a plus que deux flottes. Si tu as une Mm, flotte qui mm. attaque deux flottes, est-ce que les dégâts sont divisés par deux entre chaque flotte ou est-ce que c'est différent? C'est ça que, ouais, on sait pas trop, mais. Il y a beaucoup de choses, ouais. Ouais, Wabaki, comme tu Beaucoup, dis, beaucoup de sur choses. Stellaris, quand la flotte subit des dégâts, chaque vaisseau a ses dégâts. Ce sera pas le cas sur Sage. Euh, En tout cas, pas au début. Au début, ouais, non, c'est toute la flotte est individualisée en un seul agrégat. Enfin, toutes les flottes même, parce que c'est pas seulement la flotte de un joueur, ça va être toutes les flottes de tous les joueurs qui rejoignent le combat vont former genre une seule entité. Et oui, comme tu dis, ouais, pour la V0. Et, après, évidemment, ça va se complexifier. J'imagine que chaque flotte va Oui, tout à fait. influencer le combat à son niveau. Puis après, en plus de ça, il y aura les configs de chaque vaisseau qui seront chacun leur propre NFT et tout ça. Enfin, on n'y est pas Ça sera encore, énorme. mais ouais, ça va, plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Tu Ouais, ouais, effectivement, ouais. vois. Hmm. Effectivement, bah, il y a effectivement énormément d'éléments dans ces histoires de combat. On a vu que bah, ça nous a fait glisser vers ces histoires de configuration, que ça nous a même fait glisser vers ces histoires de ressources, puisque évidemment, tout ça, ça rentre en jeu. Les Starbase, en fait, tout est interconnecté. Donc c'est vraiment très, 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 très riche. Alors, on arrive à la fin de notre heure, on arrive à la fin de notre Atlas Brew. Euh, Pour la semaine prochaine, est-ce qu'on s'attarderait pas justement un peu sur toutes ces histoires de lore que tu avais évoquées, Winston? Parce que moi, ça m'a mis l'eau à la bouche, là, ce que tu as commencé à évoquer par rapport Si je à suis là ces... la semaine prochaine, c'est pas encore sûr, Ah mais oui, si tu es là la oui. semaine prochaine, c'est vrai. Mais Donc, ce sera la semaine d'après, alors. si, ouais, ou comme tu veux, je sais pas. Est-ce que, Ah ouais, non, voilà. non, 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 On non, demande l'avis attention. aussi aux Non, je auditeurs hein, pense qui que nous c'est... écoutent, mais il faut, je sais pas. Le Je lore, pense je que pense c'est bien. il faut en reparler. Il faut en Est-ce qu'on reparler. Il n'attendrait faut en pas qu'il reparler. ressorte l'épisode 4 avant la semaine où il sort l'épisode 4, qui Ouais, devrait on pas peut attendre, tarder. ouais. Bam, C'est là, bientôt, hein, on c'est fait un épisode sur dans... le lore et on fait le point sur ces 4 épisodes qui sont sortis, tu vois. C'est ça, on peut faire ça, ouais. On peut faire ça puisque l'épisode 4, il va sortir, il Ben, va la semaine prochaine, sortir. non? Ah oui, c'est le 1er février, il devrait sortir. Mais est-ce qu'ils vont pas nous le décaler au 8, tu vois? Parce que là, c'est pareil, ils nous l'avaient décalé, hein, celui de janvier. Mais bon, c'est parce qu'ils étaient en vacances, plus ou moins. Ouais, Mais je pense que c'est pour normalement, ça. Mais je pense que là, normalement, il non, devrait sortir le la 1er. vente se termine là, pour cette semaine pour l'épisode 3. Donc, à mon Ouais. avis, l'épisode 4 sort la semaine d'après, quoi. Genre, enfin, Non, Non, non. elle est terminée, la vente, il me semble même, hein. Elle est Ils ont terminée, dit hein, que parce c'était que... le deuxième mercredi du mois maintenant. Ah, le deuxième mercredi. Merci. Parce que Merci. ça calait au niveau du calendrier sur l'année et la sortie des épisodes et ainsi de suite. Donc là, ils ont décalé. Avant, c'était le hmm. premier mercredi. Et maintenant, ce sera toujours les deuxièmes mercredis du mois. Ok, donc Donc, ça sera le 8. c'est pas mercredi prochain, c'est mercredi d'après. Donc, moi, je vous propose de faire un épisode sur le lore la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. La semaine d'après, donc ça veut Hmm. dire le 9 février. Ok, bah écoutez, on fait ça, le lore le 9 février, voilà. La semaine prochaine, bon, on verra, hein, envoyez vos propositions, envoyez-nous vos propositions si vous avez des choses dont vous avez envie de débattre en particulier, et puis vous, justement, de partager vos théories aussi, on est Ah, toujours on aurait content bien voulu de débattre, vous mais on entendre. n'a pas pu là. C'est là, c'était Et du monologue là. oui, non, c'est vrai, mais vous pouvez, mais il faut juste dire, bah moi, je veux prendre la parole et je veux parler. Si tu le dis, on la laisse parce qu'effectivement, quand on est parti sur le Theorycraft, effectivement, on part dans le déroulé de ce qu'on est en train de dire, mais il faut vraiment pas que tu hésites à toi dire, voilà, j'ai, euh, j'ai quelque chose à partager, quoi.
Allô? Ouais, ouais. Voilà. Parce que je croyais que Donc, Winston, t'avais des questions par rapport au truc, mais bon. Ben ouais, non, je sais oui. pas. Moi, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets là au cours de la soirée. Après, si t'as des trucs à dire en plus, je t'en prie, hein, vas-y, Bah, hein, y a pas de problème. moi, je pense que tu vois, dans le jeu-là, il y aura pas mal d'interactions dans les secteurs. Parce que, si j'ai bien compris, tu pourras, tu sais, quand tu rentres dans un secteur, dans un système, pour Mhm. pouvoir aller au nouveau Star Path, va falloir que tu travels, en fait. Et sur Euh, le chemin, tu peux te faire choper, en fait. ouais, alors, Sauf si tu warp. Mais si tu warp, au moment où tu landes, tu te tapes un cooldown. Tu pourras plus rewarper. Donc il faudra bah, réfléchir à quel moment tu warp et à quel moment tu warp pas. Tu vois ce que je veux dire? si tu fais le parallèle par rapport à Eve, je pense que ça va être un peu la même chose dans le sens que ce qu'on appelle le Star Path dans Star Atlas, c'est exactement la même chose que les Stargates dans Eve. Tu vois, genre il va falloir que tu ailles à une certaine Ouais, distance mais du il y a Star Path pour ensuite utiliser le truc pour passer je d'un sais, mais système à l'autre. La différence, c'est que dans Star Atlas, par rapport à Eve, tu pourras passer d'un système à l'autre sans passer par la Stargate. Tu vois ce que je veux dire? oui, je sais, ça c'est le warp, ça. Ça c'est le warp. Ouais. Ouais, mais dans Eve, tu peux pas faire ça. T'es obligé de passer par la Stargate. Donc ça fait des coulées d'étranglement. Tu Ah vois, non, genre. non, non, c'est pas, ça c'est pas vrai, ça. Tu peux bridge, hein, sur Eva. Ah, c'est vrai que tu peux faire ça, ouais. Genre. Tu peux bridge. Ok, d'accord. Mais C'est pas il faux. faut un sino à l'arrivée, quoi. Mais pareil, hein, quand tu bridge, tu prends un Mais timer. il Pendant te deux faut un heures. vaisseau spécial pour faire ça. Non, c'est pas genre n'importe quel vaisseau qui peut faire ça. Ouais, enfin. Bah maintenant, tu sais, t'as même plus besoin de vaisseau spécial, hein. T'as des structures en Corée qui peuvent directement te bridger à la sortie. Bon, c'est pas le chemin le plus Oui, safe, mais hein. c'est pas. Enfin, moi perso, et je te le dis de mon expérience de joueur de Eve, j'ai jamais eu accès à des bridges comme tu dis, genre. Enfin, j'ai jamais été dans une grosse corpo machin. J'ai Bah, jamais pu passer d'un système à l'autre sans la Stargate, quoi. Donc, je sais pas trop de quoi tu non, parles parce que en moi, en fait. fait, moi, la question que je me pose, tu vois, c'est que, tu vois, par exemple, dans Eve, quand tu arrives dans un système, tu peux Ouais. directement warper à la gate suivante. Mais j'ai pas l'impression que dans Star Atlas, ils ont prévu ça. Qu'est-ce que tu veux dire, genre de faire warp to zéro là ou comment tu. Ouais, justement ça, j'ai pas l'impression qu'il y a ça, en fait. J'ai l'impression que dans le truc, il faudra que tu passes par les secteurs, justement, par ta propulsion manuelle. Alors oui, 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 oui. Ça c'est Tu vois, un c'est ça la truc. grosse diff, c'est ça Oui. que je suis en train de te dire, tu vois, la grosse Ok. diff. Ouais, ouais, ouais. Genre, en fait, passer d'un système à l'autre, si tu n'utilises pas le StarPath, ça veut dire que tu vas devoir utiliser ton propre moteur du vaisseau et tu vas devoir passer dans les fameux Dark Sectors. Et C'est les ça. Dark Et là, t'es Sectors, beaucoup plus vulnérable que sur Eve, en fait. c'est des espèces de poches de vide entre les systèmes, en fait, où tu vas devoir voyager en Impulse Engine pendant un moment. Et c'est là-dedans que les pirates vont t'attendre, en fait. Ouais, C'est en fait, des c'est espèces hyper risqué ouais, d'y aller en pro. ça va te coûter, enfin, tant que les Star Paths seront pas construits, voir s'ils sont détruits en cours de route, tu seras obligé de passer par ces Dark Sectors, en fait. Et ouais, c'est là que ça va être le territoire de toutes les embûches, en fait, parce Parce que que je te c'est, parle ouais. de ça parce que en fait sur Star Atlas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile qu'on chope ta flotte que sur Eve Online. Bah, je pense qu'ils ont tout créé les conditions pour aussi, tu vois, genre, enfin, que ce soit un peu plus intéressant, quoi, genre, Parce que tu vois, t'es sur Eve, typiquement quand tu passes une gate et que tu warp, c'est terminé, on peut plus t'attraper. ouais, ouais, Sauf si ouais. on t'attend à la gate de sortie, tu vois. Mais sauf que là, j'ai pas l'impression. Là, clairement, tu as une notion de voyage d'un système à l'autre qui va pas se faire genre en un clic en mode tu sautes du point A au point B, C'est tu ça. vois, genre C'est beaucoup plus risqué en il va fait. y avoir des stops entre les deux. C'est ça. Donc ça, t'as qu'à foutre tes vaisseaux cloques là pour scouter et Bah, c'est c'est mort, hein. ça. Les Tu mecs vas ils mettre passent tes pas. Tooth Face, tes compagnies, tes machins, genre dans les trucs entre deux. Tu vas faire ton petit champ de mine quand on aura les vaisseaux pour faire ça, tu vois. Enfin, il va clairement Il y a aussi- les espaces vides entre les systèmes, enfin, en tout cas entre les systèmes stratégiques, ça va être très très piquant, quoi. Ouais. Et puis tu vois aussi sur Star Atlas, j'ai l'impression que tu peux voir les vaisseaux en vue de dessus. Tu sais s'il y a des vaisseaux dans les dans les secteurs, sauf si t'es Hmm. dans le Dark Sector. Alors que dans Eve, même si tu rentres dans le système, tu peux pas savoir où est le mec exactement, tu vois. Ce qui fait que t'es encore plus facile à attraper. Hmm. Ouais. Après, tu vois, ce que je me demande, c'est comment ça va se passer au niveau bah, au niveau on-chain, en fait. Moi, c'est un des sujets qu'on n'a pas vraiment encore abordé dans les brous, mais qui me travaille beaucoup, c'est la surveillance des positions des vaisseaux par rapport aux wallets et tout ça, tu vois. Genre, comment tu peux ne pas savoir où un mec est à un moment M,
du moment que ah bah tiens, on a Overfed Duck qui nous rejoint, qui va peut-être nous donner des informations. Voilà. Bah, Et moi, je te j'ai prends en dit- embûche direct comme ça. T'as rien à foutre. Au tout début, ça sera tout ça sera tout on-chain de ce que j'ai compris. Et après, ils vont essayer de les masquer d'une manière ou d'une autre. Mais si j'ai bien compris, au tout début, si tu es assez bon pour savoir où regarder, tu pourras savoir où est chaque vaisseau sur la map. C'est Quoi. ça. Et c'est que, genre, en fait, on va avoir vraiment, genre, des. Enfin, moi, du coup, comme je le comprends, tu vois, on va avoir vraiment un mec comme dans le film Matrix, tu vois, qui est, genre, derrière son PC, en train de regarder, genre, les transactions on-chain et qui va, genre, être en Discord avec ses potes et dire, ouais, alors, lui, il a bougé ses vaisseaux à tel endroit, nanana. Le mec, il Winston, regarde juste les transactions, tu vois. Winston, je crois qu'il y a Overfed Duck qui voulait Ouais. intervenir. Eh ben, je C'est à t'en toi, prie. mon pote. Dis-nous tout. Non, Allez, justement, non, je si, voulais... vas-y. Non, le mec, il arrive 1 heure en retard et puis il se fait cramer direct. Enfin, je veux dire, Ah bah oui. la base. Puis ton mission spot T'as directement. aucune chance. T'as aucune chance. je pensais même pas Repéré être direct. remarqué. Je me suis dit, allez, je vais dire bonjour, mais enfin, merde, direct, quoi. Fallait changer de blase. Je vais dire C'était quoi la question Non, en fait, le sujet de la soirée, c'était juste le combat en général. Donc, on est en train de parler un peu mécanique PVP en général, sur Sage, en tout cas. Et puis là, dernièrement, on était en train de parler sur justement qu'est-ce qui empêche d'avoir un mec un peu compétent, on va dire, qui surveille les transactions on-chain et qui, en tout cas dans Sage V0, qui est capable de dire oh bah ce mec sur tel wallet, il a ses vaisseaux à tel endroit, tu vois, et genre bah lui il les a bougés à tel endroit, enfin surveiller en fait les mouvements de toutes les flottes sans. Alors je sais que c'est prévu d'avoir l'interface in-game un peu pour surveiller ça, mais dans la V0 en tout cas, est-ce que ce serait possible d'espionner un peu comme ça en surveillant les transactions en fait? J'ai envie de dire, c'est une excellente question. J'ai pas du tout la réponse. J'ai même pas pensé à ce genre de. Eh ben, Moi, je suis pas directement sur Sage, donc c'est vrai que je suis pas. Je suis pas à fond sur comment c'est construit, mais j'ai jamais pensé à ce genre de questions non plus. Donc bah, maintenant, je vais les demander. Ben oui, mais c'est une vraie question tactique, hein, parce qu'en fait, si tu veux vraiment être en fait, tu sais qu'il va y avoir des mecs qui vont développer des outils qui vont commencer à genre. Après, c'est du travail de récolte d'informations et tout ça, tu vois, genre en mode, bon bah, je sais que dans telle guilde, il y a tel wallet, tel wallet, tel wallet, tel wallet. Donc tu surveilles surtout les gros joueurs potentiellement, et genre tu mets les wallets dans une watchlist en fait, et genre à partir de là, tu fais un bot qui va te feed toutes les déplacements de flotte de ces mecs-là, et genre tu mets ça dans une interface un peu lisible que tu partages à tous tes guildies, et là t'as une source d'infos en fait qui est genre absolument incroyable en fait. Donc ça va faire partie du jeu de tous les jours, et parce qu'on joue sur un jeu qui est sur la blockchain, c'est absolument inévitable en fait. Donc je sais que les gars justement ont cette notion et qui veulent donner l'accès à ça au maximum de joueurs possible. Mais enfin voilà, là la question se pose en tout cas, genre comment intégrer ça à ton jeu, quoi faire pour tout le monde en fait. Bah, je me demande, mais après, ce que je vais dire, ça, c'est pas basé sur ce que je sais, c'est juste comme tu en parles, j'essaie de réfléchir comment ça serait approché. Alors, il faut prendre en compte que je ne suis pas un développeur, mais ma première question, c'est est-ce que les coordonnées seront en clair sur une transaction? Parce que du coup, si elles sont pas en clair, qu'elles sont encodées, bah, dans ce cas-là, non, tu ne pourras pas, tu pourras pas aller sur la chaîne pour voir la position de tout le monde. Mais encore une fois, j'en ai vraiment aucune idée. Donc, maintenant que ça a été posé comme question, je vais aller creuser un peu pour voir comment c'est fait. Eh ben, je serais très reconnaissant que tu lui donnes des petites infos là-dessus parce que pour l'instant, il semblerait que ce soit en clair, mais qu'il réfléchisse. Enfin, des messages que j'ai lus sur la Foundation Room et tout ça, que au début ce serait en clair, mais qu'ils sont en train de réfléchir justement à des solutions pour obscurcir ça. Et si c'est pas possible d'obscurcir totalement le truc, donner l'information à tout le monde. Dans le sens que ce sera intégré directement à l'interface du jeu. Comme ça, tout le monde pourrait le voir et ce serait pas genre le truc exclusif des quelques mecs compétents qui arrivent à lire, enfin qui arrivent à faire de l'analyse de chaîne pour avoir accès à ces infos-là, tu vois, pour leur guild, pour leur petit groupe ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. C'est ça, il est prévu qu'il y ait une API, non? Je pense qu'éventuellement il y a enfin j'espère en tout cas qu'il y aura des outils développés par les joueurs
comme on le voit actuellement, que ce soit pour le rechargement des vaisseaux ou quoi, qui te permettent d'accéder à ces infos-là, si c'est pas directement accessible par l'interface du jeu, quoi. Mais de toute façon, Winston, t'as les spies qui te donnent l'information de la flotte principale. Oui, mais Je faut m'en les fiche de payer, les savoir, spies. Moi, j'aimerais bien que ce soit mieux accessible à tout le monde, tu vois. Je sais pas. Bon, les amis, je vais vous proposer de passer dans le petit salon, prendre le thé pour terminer la soirée. Comme ça, on va clore au moins l'heure officielle de l'Atlas Brew. Et puis, on peut continuer le débat dans l'antichambre. Pour Yes, ceux qui ça veulent, marche. Bah, moi, qui veulent rester. je vais stopper l'enregistrement ici, du coup. Écoutez, on est sur le Discord officiel de Star Atlas tous les jeudis, si vous voulez venir discuter du jeu avec nous. Pour les gens qui regardent sur YouTube la rediffusion, tout le monde est le bienvenu. Voilà, tous les jeudis 20h heure de Paris, venez nous rejoindre, on discute Star Atlas, on débat, on décortique un peu toutes les infos qu'on a. Et on plonge dans les arcanes du manuel de Sage, et puis du futur de la showroom, et puis du futur du lore, enfin tous les éléments qui composent ce voyage cosmique. C'est ça. Et alors, à la semaine prochaine, les gars, et puis on se retrouve À la après. semaine prochaine. Merci à tous. À jeudi prochain. C'est ça. À plus.